Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Hello tout le monde. Alors, de quoi on va bien pouvoir parler aujourd'hui ? Déjà, on va commencer par être reconnaissant d'avoir pu finalement hier terminer le tournage de l'épisode malgré un orage. Pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, vous verrez qu'on n'est pas passé loin de finalement pas le faire. Aujourd'hui, on a une météo qui est, j'ai l'impression, clémente, alors que hier soir, je faisais vraiment des checks réguliers sur les différentes applis de prévision météorologique parce qu'ils nous annonçaient déjà, ces coquins, la même chose qu'hier, c'est-à-dire un orage qui allait péter vers 6h, 7h du matin. Donc, c'est-à-dire exactement à l'heure de l'enregistrement de Gambade et Gamberge. Et donc, c'est un petit problème. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, à force de checker, je voyais que l'heure, petit à petit, l'heure de l'orage, parce qu'il va y avoir un orage apparemment là où je suis aujourd'hui, reculait petit à petit. Donc, je me suis dit, écoutez, de toute façon, il faut bien s'accommoder et il faut bien être en mesure de tourner quoi qu'il arrive. Si dès qu'il pleut ou dès qu'il y a de l'orage, on doit être paralysé et plus rien faire, c'est compliqué. Alors après, c'est vrai que quand on tourne à l'extérieur, en forêt, si c'est dans des conditions cataclysmiques, c'est pas forcément le top. Alors, aujourd'hui, je vais être un peu plus en roue libre parce que je vais vous parler de sujets un peu plus vastes. Je suis pas super content de moi parce qu'hier, j'ai bossé un petit peu hier après-midi et je suis assez épuisé de la semaine. Mais je voulais vraiment dessiner un plan un peu structuré, un peu quali pour l'épisode d'aujourd'hui. Et il y a différents sujets qui me sont passés par la tête, mais j'en ai pas vraiment structuré un en particulier. Et je vais essayer d'être plus discipliné à ce niveau-là pour la suite, pour essayer d'arriver vraiment chaque matin de tournage avec un vrai plan. Après, si le plan n'est pas respecté, encore une fois, c'est pas le sujet. Si c'est grâce à la digression et à l'inspiration qu'il n'est pas respecté, ça voudra dire qu'on a rempli l'enregistrement. En tout cas, que j'aurais eu l'impression d'avoir rempli l'enregistrement avec des choses intéressantes, avec des choses pertinentes. Alors hier, je me suis fait un petit constat en contrôlant les rushs de ce qui a été enregistré, parce qu'avec l'orage, j'avais quand même assez peur qu'il y ait eu pas mal d'issues techniques avec l'eau, avec le micro, la caméra, etc. Et je me suis rendu compte que parce qu'il pleuvait énormément, ça s'entend pas forcément au micro, ça s'entendra pas forcément, parce que à la post-prod, on va faire en sorte que ça d'atténuer l'espèce de bruit violent de pluie. Mais du coup, je parle très fort. Je parle assez fort pendant tout l'épisode. Alors, c'est pas du tout gênant, hein, je vous rassure, c'est audible, mais ça change un peu le ton des sujets qui sont abordés, mais c'est plutôt une réaction qu'une volonté de vraiment vous péter les tympans. C'est une réaction au bruit environnant. Donc voilà, trêve de bavardage technique par rapport au sujet d'hier. Hier est hier. C'est comme la citation préférée d'Oussama dans Kung Fu Panda. Hier, je sais plus. Hier est passé. Demain n'est pas encore, n'existe pas encore. Je sais pas trop exactement la tournure, mais ce qui est intéressant, c'est la fin de la phrase qui dit la seule chose qui compte, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui est un cadeau. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Voilà, c'est pour commencer sur une petite touche philosophique. Aujourd'hui d'ailleurs, je vais essayer de vous faire un épisode un peu cérébral, un peu philo. Alors philo, c'est un grand mot, hein. Détendons-nous les gars. Mais ouais, c'est bien de parler de choses hyper pragmatiques, hyper concrètes, hyper techniques et palpables, du type qu'est-ce que vous pensez de tel réseau social, est-ce que vous aimez ma marque de slip, etc. Mais il y a aussi des jours où on peut réfléchir, cogiter un peu. Et d'ailleurs, avant de me mettre à enregistrer ce podcast, alors je vous rassure, c'est pas du tout devenu une contrainte ni un problème, mais avant d'enregistrer tout ça, et avant de me mettre à essayer d'être régulier dans cette programmation,
C'est vrai que j'utilisais beaucoup ces marches matinales du week-end pour réfléchir et pour ouvrir un peu plus mon esprit à des pensées et à des divagations plus larges, plus vastes et souvent plus profondes. Donc si de temps en temps je peux retrouver ça, tout en faisant profiter et que ça vous endort pas littéralement, ça vous me le direz vous, bah écoutez, c'est tout bénef. Donc aujourd'hui il y avait quelque chose dont je voulais vous parler qui me tient assez à cœur. C'est la notion de flow. Flow, F-L-O-W. Alors, évidemment, il faut prendre des pincettes, c'est un grand mot, mais il faut y aller délicatement avec ce terme-là parce qu'il peut avoir bien des définitions différentes en fonction des gens. Et évidemment, aucune n'est absolue, aucune n'est la vraie et les autres sont fausses. Mais il faut faire gaffe à bien clarifier les informations avant d'en parler parce que sinon, on peut avoir une discussion sans parler absolument de la même chose entre deux individus. Alors, comme je vous dis, le flow, ça peut être plein de choses différentes. La première chose, comme ça on se débarrasse des définitions qui sont inadéquates à ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, il y a le fameux flow, le premier flow. Alors, il y a deux flows qui sont déjà pas du tout concernés par le sujet. C'est le flow, premièrement, le flow de la mode, le flow de l'habillement. Genre, comment vous êtes vêtu, quel est votre style, qu'est-ce que vous essayez d'avoir comme dégaine, donc le fameux flow, qui va aussi se mêler à votre personnalité, à votre attitude, votre comportement, votre gestuel. Voilà, qui n'est pas du tout un sujet qui me passionne, je vous cache pas. C'est pas en mode ça me passionne pas parce que c'est totalement artificiel. C'est pas ça, c'est que moi tout ce qui va s'éloigner du naturel en essayant de générer des périmètres de vertu là où il y a simplement des espèces d'égarements, de personnalité, de tentatives d'originalité un petit peu désespérées. J'ai un peu du mal avec ça pour moi, à trouver ça extrêmement cohérent, extrêmement à forte valeur ajoutée pour l'humanité. Après, je suis ravi de voir des gens qui s'éclatent à se vêtir et à designer des stylismes. Chacun fait ce qu'il veut, je suis ravi pour tout le monde. J'ai juste du mal à me dire que ça va nous emmener quelque part un jour. Et j'ai plutôt tendance à me dire que ça nous éloigne pas du bon chemin, parce que ça serait beaucoup trop radical et stupide de ma part, mais ça nous éloigne de ce qui est un peu essentiel, et ça nous en éloigne consciemment. C'est ça moi qui me dérange, c'est quand c'est conscient. Quand à la rigueur on sait pas trop, bon, mais là c'est conscient, on se doute bien que le flow et la coupe d'un jean, etc., c'est bien, mais là en faire un univers et un... Enfin bref, vous avez compris, je suis en train de m'enfoncer dans quelque chose qui m'intéresse pas, donc qu'est-ce qu'on fait? On recule d'un pas et on ressort. Donc il y a ce flow là, et je vais faire un petit crochet par un endroit que j'adore, c'est une clairière où ils ont, il y a quelques temps, abattu des dizaines, voire des centaines d'arbres pour une bonne raison. Je pense qu'il y en avait certains qui avaient brûlé, je crois. Et ils ont tout replanté, sauf qu'évidemment, les arbres, quand ils sont plantés de zéro, c'est tout petit, et du coup, on a une espèce de champ qui est un peu vide et qui a des tout petits arbustes, mais même pas, hein, c'est des tiges qui sortent du sol. Et il faut se dire que dans 10, 20, 30 ans, on aura des spécimens, des grands arbres qui auront poussé, qui auront tout repeuplé, et là, le soleil que je suis en train de me prendre dans la gueule pourra plus du tout passer. Donc, le premier flow, le fameux flow de la mode, pour le caricaturer comme ça, c'est pas ça. Le deuxième flow, c'est le flow des rappeurs, vous savez, le flow des artistes hip-hop qui kickent sur des instrumentales et qui va en fait désigner, le flow veut dire en gros la manière qu'ils ont de poser leur voix sur le rythme, sur les différents éléments de l'instrumental. C'est aussi la tonalité de leur voix, évidemment, leur articulation et leur manière d'être calé dans le temps. C'est... Là, pour le coup, alors évidemment, on n'est pas en train de se rapprocher non plus de la solution de la vie, du bonheur, de l'humanité, de l'univers avec ça, mais là, pour le coup, on est dans un domaine qui est complètement artistique, qui est vraiment artistique à mon sens. Après, chacun aime son style musical, hein. Les passionnés de clavecin ne sont pas forcément autant passionnés des gimmicks et des 16 mesures des plus grands rappeurs de nos départements, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une vraie recherche créative, et il y a aussi le dégagement d'une empreinte individuelle, d'une personnalité. Quand vous écoutez deux artistes qui rappent sur la même instrumentale, ce qui va les différencier en dehors du fond de leur écriture, ça va être le flow. Donc voilà, c'est pas non plus celui-ci, c'est ni le flow de la mode ni le flow du rap. Ensuite, il y a un troisième flow qui s'éloigne un peu moins de ce que moi je veux partager avec vous, mais qui n'est pas le flow dont moi je parle. Excusez-moi, ce matin j'ai un petit peu du mal,
Les 2 dernières nuits ont été extrêmement courtes, pour pas dire quasi inexistantes en heure de sommeil. Donc je suis un peu au ralenti, voilà. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, mais j'essaye de me tenir déjà. J'essaye d'appliquer la discipline, d'être là. Si j'ai dit que je tournais aujourd'hui, je tourne aujourd'hui, mais essayez d'être un peu tolérant. Mes braves amis. Donc je vous disais, le flow, qui se rapproche un peu plus de la définition que moi j'ai, mais qui n'est pas celui-là, c'est le flow de la concentration. C'est-à-dire, c'est vachement à la mode là sur YouTube, les mecs qui sortent des vidéos de productivité tous les 3 jours. Entrer dans un flow de productivité, être dans un état de flow en termes de concentration, vous savez, d'abattage de tâches. J'ai rien contre la productivité, mais c'est pas du tout quelque chose qui me passionne. Au-delà du fait que le sujet ne me passionne pas moi-même, il y a quelque chose qui me chagrine, en tout cas qui me chatouille pas mal dans la productivité, c'est à quel point c'est un sujet dont tout le monde parle, mais que personne ne gère vraiment. Il y a des millions de personnes sur YouTube, sur Internet qui dégagent des sujets, des conseils de productivité, des méthodes de productivité, tout ce que vous voulez, qui font des livres, qui font des choses dans ce genre-là. Il y a des millions d'autres personnes en face qui consomment ces informations et qui, en fait, n'en font rien du tout. Parce que j'ai rarement côtoyé des gens qui avaient décidé de se mettre à appliquer certaines méthodes de productivité de manière délibérée, volontaire, extrêmement concrète, et qui ont vu leur vie changer, etc. Par contre, le nombre de gens que je connais qui ne peuvent pas s'empêcher toutes les 3 semaines de lâcher un post sur LinkedIn ou sur leur réseau social préféré pour raconter leur méthode, leur machin, leur truc, alors que quand on les connaît dans la vraie vie, bon, c'est juste des gens normaux qui travaillent normalement, qui ont des matinées et des après-midi absolument régulières, simples. Voilà, c'est juste quelque chose, c'est une sorte de petit attribut, de petits grades, de petites médailles qu'on se met soi-même sur la poitrine pour dire t'as vu. Enfin bref, c'est un truc que je trouve plus ridicule qu'instructif, même si je comprends bien le fond et la valeur de l'intention et des informations de base qui consistent à essayer d'augmenter notre capacité à produire, à délivrer plus, à abattre plus de travail, je comprends bien ça. Mais après, attention, il y a des vrais goats, il y a des vrais gens qui sont très 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 chauds en productivité, mais qui se comptent sur les doigts d'une main. Voilà. Donc c'est pas ce flow-là non plus dont moi je veux parler. C'est un flow d'ailleurs, là, celui dont je viens de parler, là, de la productivité, qui peut aussi concerner les étudiants, vous savez. Les gens qui ont besoin de faire des grandes phases de travail continues, denses. Voilà. Donc c'est pas ce flow-là non plus. Donc pour enfin arriver au flow qui nous intéresse, il va s'agir du flow en termes de pensée, en termes de réflexion, et vraiment, là ça va être parfait pour le titre du podcast, mais vraiment en termes de gamberge, en termes de cogite. Alors je vous explique. Pour moi le flow, en tout cas ce que j'ai baptisé dans mon langage le flow et que d'autres partagent comme définition, c'est quand on est en train de s'exprimer, en train de raisonner, souvent collectivement, souvent dans un échange, et qu'on se met à augmenter sa pensée tout en parlant, c'est-à-dire tout en oralisant notre pensée. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais imaginons par exemple la situation d'un podcast, tout en parlant de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Donc vraiment, quand je dis parler, c'est l'exécution de mettre des paroles, donc d'oraliser ce qu'on a dans la tête. On développe en plus, parce qu'on est en train d'y penser, parce qu'on est en train d'y réfléchir, on augmente le propos petit à petit. Et ça nous inspire, je ne sais pas quel mot utiliser, mais ça stimule le cerveau et ça nous fait pondre des phrases et des pensées beaucoup plus épaisses, beaucoup plus complètes et augmentées vraiment par rapport à celles qu'on avait dans la caboche au tout début de notre phrase. Et c'est un peu comme un état créatif, un état un peu suspendu comme ça d'inspiration. Alors, peut-être que pour certains, c'est du chinois ce que je raconte et que vous voyez absolument pas de quoi je parle. Il y a des podcasts où vous verrez des gens en flow, c'est sûr. C'est peut-être pas quelque chose qui concerne tout le monde. Je saurais vraiment pas vous dire. Pour moi, je vois pas pour quelle bonne raison certains seraient concernés et d'autres non. Peut-être que c'est une question d'expérience. Peut-être que certains ont déjà fait l'expérience et d'autres pas encore. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, ça fait longtemps que
j'ai identifié, sans forcément m'y intéresser très fortement au début, mais j'ai identifié ce phénomène-là quand j'étais dans des échanges avec certaines personnes. Donc des gens qui arrivaient, souvent malgré eux, sans en avoir la moindre conscience à me mettre en flow, donc. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai besoin de vraiment réfléchir, de vraiment avancer sur une idée, de vraiment avancer sur une réflexion, en général, je fais en sorte d'avoir une discussion la plus ouverte et profonde possible sur le sujet qui est concerné, avec quelqu'un qui est dans ces fameuses personnes qui ont la capacité à me mettre, entre guillemets, en flow. Attention, je ne vous parle pas d'un brainstorming. Je vous parle pas de dire, tiens, on va se poser, on va faire une discussion avec Jean-Jean, et on va brainstormer, on va mettre des idées sur la table par rapport à un sujet précis. C'est pas ça du tout. On parle du sujet, chacun expose un petit peu sa pensée et les réactions que la pensée de l'autre peut lui inspirer. Alors évidemment, vous allez me dire, mais c'est ça la définition d'un brainstorming? Non, en fait, quand je dis que c'est pas un brainstorming, c'est que ce qui me dérange d'ailleurs très fortement dans le brainstorming, je suis d'ailleurs du camp de ceux qui pensent que les brainstorming ne servent à rien, c'est que l'intention d'un brainstorming, c'est d'avoir une idée. Et pour moi, il n'y a rien de pire pour avoir une idée que de vouloir avoir une idée. C'est d'ailleurs, je pense, la chose la plus bloquante et la plus contraignante en termes d'envergure pour générer une idée. Par contre, je comprends que des fois, il n'y a pas le choix. Et puis quand c'est avoir une idée pour la nouvelle étiquette du pot de yaourt de la boîte pour laquelle vous bossez, c'est peut-être pas un drame national si vous provoquez des réunions exprès pour avoir une idée et que ça vous fait avoir des idées de merde, ou en tout cas des idées vraiment banales, c'était pas grave. Par contre, quand vraiment on veut monter sur des sujets qui ont une sacrée envergure et beaucoup de profondeur et de l'épaisseur potentielle, je pense que se dire allez, 14h les amis, on se pose autour de la table et on a des idées, je pense que c'est une extrêmement mauvaise idée, justement. Il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord et je le comprends. Tout ce que je sais, c'est que moi j'ai beaucoup souffert, entre guillemets, de ce genre de phénomène-là dans les boîtes. Ces moments-là, ces créneaux où votre manager ou votre truc, là, il vous cale un call Zoom d'1 heure pour se regarder à travers les visios respectives dégueulasses sur Google Meet avec 6 ou 7 de vos collègues et attendre qu'il y en ait un qui a un peu plus de bravoure que les autres pour lever la main et donner une idée éclatée au sol que le manager va s'empresser de démonter dans les 6 secondes. Entre guillemets, je caricature, mais vous avez compris, pour moi, c'est pas du tout comme ça qu'on a un phénomène créatif. Par exemple, c'est complètement débile, mais si j'étais manager demain et que j'avais l'occasion de proposer mes propres méthodes et que je devais avoir justement cette fameuse phase de brainstorming avec ma petite équipe de 2, 3, 4, 10 personnes, je pense que je les emmènerais marcher par petits groupes, ou je les emmènerais déjeuner, en tous les cas, je ne les montrerai absolument pas sur un créneau spécifique. Bref, vous avez compris, je ne vais pas passer une demi-heure à défendre ce point de vue-là. Mais on pourra en reparler. Les idées, pour moi, c'est un énorme sujet. C'est vraiment quelque chose qui occupe ma vie. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, dans des bonnes et dans des mauvaises manières, mais c'est quelque chose de très important pour moi. Donc je vous disais, c'est pas du tout l'objectif de faire un brainstorming, mais c'est en fait se mettre dans un échange un peu de ping-pong avec quelqu'un qui, évidemment, alors c'est là où ça peut être une certaine difficulté, c'est qu'il faut vous mettre en face de quelqu'un qui stimule votre flow. Et là, le sujet devient profondément intéressant et complètement abstrait et complètement subjectif. Je n'ai pas fait des études scientifiques sur 2000 personnes, mais je peux vous parler que de mon cas et des cas de quelques grands esprits que j'ai autour de moi. Et heureusement, par chance, de mon côté, en ce moment, il se trouve que j'ai pas mal d'esprits intéressants autour de moi. Mais on pourrait se dire, pour être en flow, il faut se mettre en face de quelqu'un qui est à son niveau en termes de cogite, de réflexion, d'épaisseur intellectuelle, etc. Machin. Et en fait, je pense que c'est pas le cas. Et ça, c'est une discussion passionnante que j'avais avec une femme qui s'appelle Sandrine Lacou, qui est l'arme secrète et la plus vieille amie d'Oussama, qui m'a fait le plaisir de la présenter il y a un moment, et qui est quelqu'un qui a un esprit redoutable, et qui justement sait parfaitement mettre les autres en flot. En tout cas, en ce qui concerne Oussama et en ce qui me concerne, c'est extrêmement efficace. Alors attention, là, c'est un mauvais exemple, parce que Sandrine, c'est quelqu'un qui est d'une envergure vraiment très impressionnante au niveau intellectuel, mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette discussion, je l'ai déjà eue avec elle sur qu'est-ce qui fait que quelqu'un se met en flow en face de quelqu'un d'autre, et qu'est-ce qui fait que l'autre, du coup, peut être tenu responsable d'être l'auteur de ce flow-là, l'auteur de l'activation de ce flow-là, entre guillemets. On avait l'habitude d'utiliser cette expression avec elle, de dire
il y a les gens en flow qui surfent sur le flow, et donc ceux en face d'eux qui leur proposent cet environnement de réflexion et d'expression qui sont en fait la vague un petit peu. Voilà. Et il y avait ce débat de est-ce qu'on peut être à la fois quelqu'un qui se met en flow et à la fois quelqu'un qui provoque le flow, donc qui est la vague, ou est-ce que c'est deux espèces bien distinctes, bien définies, et on est soit l'un, soit l'autre. Alors, c'est pas forcément ça qui va régler les sujets de l'humanité, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Et donc voilà. Donc, au début, on peut faire l'erreur de se dire « Ah là, il faut absolument que je trouve quelqu'un de mon niveau, de mon génie. » Ouais. Et en fait, pas du tout. Moi, je me suis mis en flow en discutant avec des gens d'horizons et d'épaisseur, de profil et de type intellectuel et type psychologique et type conversationnel très, très, très différents. Et en fait, je ne sais pas quels sont les ingrédients, je ne sais pas si on peut faire des recherches là-dessus, mais c'est très variable. Alors, pour vous donner plus de ressources vis-à-vis de ça, vis-à-vis du flow et à quoi, entre guillemets, ça peut servir et pourquoi je trouve ça aussi fascinant et pourquoi je vous bassine depuis 30 minutes avec, c'est qu'en réalité, moi, j'ai une théorie, enfin, c'est pas une théorie, c'est que j'ai un point de vue. Ce point de vue-là, il m'est personnel, il est un petit peu sensible, il y a peu de gens qui le partagent. Dans tous les cas, chez moi, il est très profondément ancré. Mon point de vue, c'est qu'aucun humain sur Terre, même le plus génial, même celui que vous admirez le plus, même celui qui mériterait d'être président du monde ou présidente du monde, peu importe. Aucun humain sur Terre, même le plus génial des géniaux, aucun humain n'est responsable, et je vais approfondir la notion de responsable dans 2 secondes, n'est responsable de ses idées. Voilà, il y a évidemment 80% des Jean-Michel pertinents qui vont plonger dans l'erreur à ne pas faire. L'erreur à ne pas faire, c'est de se dire, cette phrase veut dire qu'en gros, on peut être le plus gros raciste, le plus gros fils de ce qu'on veut du monde, la plus grosse ordure potentielle. C'est pas notre faute, on n'est pas responsable de ce qu'on pense. On pourrait débattre de ça. Moi, j'aime pas débattre, donc en fait, ce sera pas avec moi que vous débattrez, mais on pourrait débattre de ça, et je serai pas forcément dans le camp de ceux qui disent qu'on est responsable de ce qu'on pense. Et j'ai bien dit pense, j'ai pas dit dire, ni faire, ni etc., etc. Je reprécise ce que j'ai affirmé juste avant. Aucun humain n'est responsable de ses idées. On va définir responsable et on va définir idée. Alors, on va commencer par idée. Pour moi, une idée, c'est l'espèce de bulbe, l'espèce d'ampoule qui s'allume, l'espèce de petit coup de génie, petit coup créatif. Alors, c'est pas forcément toujours des idées du siècle, qui vous tombent dans le cerveau et qui vous tombent dans l'esprit, comme ça, là, quand vous êtes en train de marcher. Okay, là, je suis en train de marcher, je laisse ma pensée voguer là où elle a envie, je fais pas attention à grand-chose, j'abaisse un petit peu mon état de conscience et je suis un peu moins dans l'instant présent, je me laisse un peu aller. Et là, boum, je me dis, mais oui, bien sûr, il faut faire, je vais vous dire n'importe quoi, il faut faire une appli de rencontre pour les Dalmatiens. Voilà. Donc, comme je vous dis, on n'est pas toujours sur une idée du siècle, mais ça m'est tombé dans la tête. Alors, il y a toujours 1001 raisons pour qu'une idée vous arrive dans la tête. Il y a des stimuli, il y a des prédispositions, il y a il y a des enchaînements, des faits que vous ayez de la connaissance dans certains domaines, que vous ayez été exposé à certains domaines, à certains sujets, etc., qui font qu'à un moment donné, avec, comme je vous dis, des signaux, des stimuli, etc., boum, l'idée est clos dans votre tête. Enfin, je sais pas d'explication scientifique aussi valable qu'une notice Ikea, mais je sais bien, pour nos amis scientifiques extrêmement pragmatiques qui nous écouteraient, je sais bien qu'il y a une source palpable de tout ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous poser une question simple. En quoi, imaginons que je sorte cette application de rencontre pour les Dalmatiens, qui je pense serait un énorme carton dans ma tête, et malheureusement pas dans la réelle économie. Imaginons que je sorte cette application et que ce soit génial, que ça explose, que je devienne, ou que celui qui sort cette application devienne l'entrepreneur de l'année. Donc on enlève la valeur du fait d'avoir exécuté cette entreprise et d'avoir monté, etc. Mais l'idée, à quel moment j'ai du mérite d'avoir eu cette idée? À quel moment j'ai du talent d'avoir eu cette idée? Et à quel moment j'ai choisi, j'ai décidé et j'ai travaillé pour avoir cette idée? La réponse, c'est jamais. Si vous êtes totalement objectif et honnête, c'est jamais. Quand vous avez une idée de chanson, une idée de prénom pour votre enfant, une idée de couleur pour le bateau que vous avez acheté d'occasion, une idée de nouvelle façon de monter une entreprise, une idée de ce que vous voulez, vous n'en êtes pas responsable. Vous n'avez rien fait de manière volontaire, intentionnelle pour l'avoir.
Après, vous allez dire, mais si, justement, je me suis plongé dans tel livre. Oui, évidemment, votre esprit a été stimulé par un tas de choses, par un tas de pressions. Il y a une intention globale. C'est-à-dire, si vous avez une idée sur un nouveau modèle de salopette pour votre marque de vêtements, c'est peut-être parce que vous avez une marque de vêtements et que vous passez la journée à dessiner des vêtements et en vendre et que vous savez que vous avez besoin de sortir un nouveau modèle pour septembre. Oui, je comprends tout ça. Mais l'idée, la matière, la petite pépite qui vous tombe dans le crâne, vous n'en avez pas la responsabilité. La responsabilité, donc là, on vient à l'explication de la deuxième notion. Vous n'avez rien fait pour l'avoir. Vous n'avez aucun mérite. Elle vous appartient d'ailleurs absolument pas, en dehors du fait qu'elle est pour l'instant peut-être que dans votre esprit et que elle n'est pas dans celui de quelqu'un d'autre. Et donc vous bénéficiez de la primeur de l'exécution de cette idée ou de son partage, parce que vous pouvez aussi décider tout simplement de la donner à quelqu'un, mais elle n'est pas vraiment à vous. Elle est arrivée dans votre tête, point. Ça s'arrête là. Et les gens qui se gargarisent par rapport à leurs idées, qui s'estiment d'être des génies, en fait non. C'est horrible à dire. Quand vous résolvez un problème, une équation quantique, je ne sais même pas si ça se dit, résoudre une équation quantique, mais je le dis parce que c'est stylé. Quand vous réparez un meuble, quand vous écrivez des choses phénoménales, quand vous inspirez les gens, là, vous êtes responsable. Quand vous faites une tartiflette, vous êtes responsable de cette tartiflette. Vous l'avez fait avec intention. Vous êtes allé acheter les ingrédients et vous les avez assemblés et vous les avez cuits. Bon, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais quand vous avez une idée qui vous tombe dans le cerveau, où est votre responsabilité? Où est l'intention? Il n'y en a pas. Vous pouvez retourner le truc dans tous les sens. Si vous êtes honnête, vous savez que vous n'avez pas de mérite. Donc, je vais abréger et avancer sur la deuxième notion pour préciser un petit peu plus. La responsabilité, c'est pas que de dire je suis responsable de cet enfant, je suis responsable de ce triple meurtre, je suis un individu responsable et je fais bien mon travail. Responsable, c'est aussi est-ce que on peut vous en attribuer, on peut vous attribuer la paternité ou la maternité des impacts, des conséquences et de la situation de ce dont on vous accuse d'être responsable. C'est pas que vous voyez ce que je veux dire, c'est pas qu'un terme administratif responsable. Mais le problème, c'est qu'on a une empreinte très administrative, très légale de ce mot-là dans la tête. Donc, on a du mal à s'en détacher. Mais au-delà de ce champ-là, responsable, c'est juste, est-ce qu'on en a la culpabilité? Est-ce qu'on en a l'origine? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, est-ce qu'on a fait quoi que ce soit pour que ça arrive? C'est un mot qu'on pourrait remplacer par coupable, si vous voulez. S'il arrive la chose A demain, est-ce que vous avez fait quoi que ce soit pour que la chose A arrive? Si non, est-ce que vous auriez pu, et est-ce que c'était votre devoir de faire quelque chose pour que cette chose n'arrive pas? Si non, vous n'êtes pas responsable de la chose A. Vous pouvez en subir les conséquences, vous pouvez être tenu responsable de la chose A par des gens qui vont juger trop vite et qui ne vont pas réfléchir. Mais en soi, le débat il est inexistant. Vous n'avez rien à voir avec cette chose A. Et pour moi, les idées qu'on a, les miennes comprises, attention, on n'a rien à voir avec. On est juste des véhicules. On est juste des véhicules qui sont capables d'avoir des idées. Et ça, c'est... Bon, je suis désolé, vraiment. J'espère avec toute ma bonne foi et toute mon honnêteté que la semaine prochaine, ce sera mieux, que j'aurai une semaine un petit peu moins vénère en termes nerveux pour pouvoir vous délivrer un épisode un peu plus dynamique. J'espère que j'ai mis assez de dynamisme dans l'épisode d'hier, mais là, aujourd'hui, je suis vraiment éclaté. Je vous le dis, j'ai pas de problème à le dire, je suis mort, j'ai une migraine de bâtard à l'heure où je vous parle. Mais voilà, je suis venu sur le terrain, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je veux juste vous demander pardon si vous avez le sentiment que je suis mou et que j'ai l'air pas investi dans ce que je dis. C'est pas le cas, c'est juste que j'essaie de doser mon énergie pour aller jusqu'au bout, parce que sinon, là, si je m'écoute, je coupe, je m'assois et je réfléchis plus pendant 1 heure. Et c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas vous laisser comme ça. Donc, cette notion de flow se marie avec cette notion d'idée dont on n'est pas responsable, parce que pour moi, le flow, c'est se mettre dans un état qui nous permet, en fonction des idées qu'on a soit déjà eues, soit qu'on est en train d'avoir, de les augmenter. C'est-à-dire, vous avez une idée A, et en parlant, en jonglant avec au cours d'un échange extrêmement palpitant, extrêmement inspirant. Moi, je pense que l'échange conflictuel et débattoire est pas forcément bon pour faire grandir une idée. Et pourtant, la plupart des gens à qui j'essaie me disent « Mais si, au contraire, le débat, c'est le mode de fonctionnement qui permet de faire croître une idée. » Moi, je crois que c'est l'inverse. Je pense que dans le débat, on est tellement obsédé par le fait d'essayer d'avoir le dernier coup de maître, la dernière raison et l'argument qui va bien, qu'on en oublie que l'idée, elle est derrière nous, elle attend juste qu'au lieu de se mettre des tartes entre nous, on se retourne, on la regarde et on essaie de la faire évoluer. Alors que
dans un échange de raisonnement, dans un échange de gamberge, etc., avec un individu qui, comme je vous le dis, a cette capacité à vous, à vous stimuler intellectuellement, une idée à 11h, vous travaillez dessus pendant 5 minutes dans un échange, etc., entre guillemets, vous la malmenez un peu dans tous les sens dans votre esprit, il y a de très fortes chances qu'à 11h05, ce soit une idée A+, c'est-à-dire la même mais qui a été augmentée, ou qu'on a fait naître une autre. Vous voyez, moi je fonctionne beaucoup en arborescence, c'est-à-dire que je vais avoir une idée, une inspiration source sur un sujet, et là, pam, ça va partir en plusieurs branches, en plusieurs arborescences. Évidemment, il y en a certaines qui vont être abandonnées en cours de route parce que pas vraiment lieu d'être, mais d'autres qui vont être tellement géniales à mes yeux par rapport à l'origine de tout ça. Bref, je m'égare, mais vous voyez ce que je veux dire. L'intérêt de tout ça, l'intérêt de se détacher de cette pseudo-responsabilité qui est juste un phénomène de notre ego, de nos idées, mais aussi de se dire qu'il y a des états qui nous permettent d'aller plus loin, c'est un moyen de faire avancer nos idées et de les faire progresser. Évidemment, il y a plein d'autres choses, hein. La confrontation à la réalité, la tentative d'exécution d'une idée va vous permettre de l'améliorer. Mais en fait, vous n'allez pas l'améliorer de la même manière. Quand vous améliorez une idée parce que vous la confrontez à la réalité, c'est la réalité qui améliore votre idée. Même si vous êtes le messager un peu entre les deux, l'interprète entre les deux. Mais quand vous augmentez une idée par la cogite, par la gamberge, ça reste une idée. On ne quitte pas le stade de l'idée. Et je sais que c'est un stade qui est... Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui me fend le cœur, hein. Le stade de l'idée, c'est un stade qui est... vous savez, c'est le truc le plus décrié du monde, le plus méprisé du monde. Les idées, c'est de la merde. Les idées, ça sert à rien. Tout ce qui compte, c'est l'action, c'est l'exécution, c'est l'actionnabilité. Les idées, c'est pour les cons, c'est pour les intellos. Écoutez, mes amis, je peux vous garantir que 100% des choses qui sont transcendantes dans votre vie, qui sont incroyables dans votre vie, qui sont efficaces dans votre vie, qui sont vitales dans votre vie, ce sont des idées à la base. Et il y en a... Enfin, réfléchissez 3 secondes, essayez de remonter aux sources généalogiques un petit peu si on peut dire généalogique, de tout ce dont vous bénéficiez dans votre quotidien, et vous allez vite vous rendre compte que les idées, elles ont quand même un rôle assez vital. Par contre, je suis totalement d'accord, et j'en suis l'un des principaux coupables, une idée qui reste une idée, meurt en tant qu'idée et n'aura servi strictement à rien à part à faire fantasmer la personne qui la porte dans sa tête en espérant un jour avoir le courage pour vaincre sa procrastination ou vaincre je ne sais quoi et passer à l'action. Ça, je suis 100% d'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas 2 minutes se calmer? Parce que tout ça, ça vient de quoi? Ça vient d'une espèce de frustration et d'injustice. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Rares sont les gens qui ont des idées, rares sont les gens qui ont des grandes idées, et surtout, et là c'est la 3e dimension, c'est rares sont les gens qui ont des idées tout le temps. Souvent. Tout le temps, c'est peut-être un grand mot. Moi, j'ai la chance, et croyez-moi, je mets des gros guillemets à chance, parce qu'en fait, c'est un peu un cadeau empoisonné. J'ai la chance d'en avoir, et d'en avoir souvent, et d'en avoir tout le temps. J'estime que j'ai souvent des bonnes idées. C'est pas de l'auto-proclamation, c'est juste que, comme depuis quelques années, j'en ai un peu marre d'avoir des idées tout le temps, et qu'elles me surchargent le cerveau, qu'elles me surchargent la tête, et qu'elles me mettent une espèce de pression non définie, de « oh là là, mais encore un truc qui va pas être mis concrètement à jour, etc. » Il m'arrive très souvent de les donner, ces idées, parce que je pense à quelqu'un pour qui ça va être complètement pertinent, complètement adéquat, et que sans arriver en m'imposant, je file l'idée. Et la plupart des idées que je donne, déjà, il y a un très bon signal, c'est qu'elles sont exécutées par les gens à qui je les donne. Elles ne restent pas un bon conseil sympa qu'on vous a donné, et quand elles sont exécutées, en général, elles sont bien exécutées. Alors ça peut être des idées parfois de business, ça peut être des idées de rectification de business model, ça peut être des idées, là où j'en ai les plus fréquentes et les plus, on va dire, valuable, c'est des idées conceptuelles, donc de concepts de branding, de format, de contenu, de plein de choses. Et donc voilà, donc c'est un kiff de voir une de ces idées qu'on a données à quelqu'un être exécutée par quelqu'un d'autre. Il y a juste un petit mal au cœur souvent quand on se dit « Ah, j'aurais pas fait exactement comme ça ». On sait que la personne respecte les grandes lignes, mais quand même, c'est un peu plus dégueulasse que ce qu'on imaginait. Mais c'est normal. Celui qui a l'idée, il a toujours une version fantasmée, parfaite du tableau. Et celui qui va l'exécuter, il a les mains dans le moteur et en général, il fait avec ce qu'il peut. Mais en tous les cas, c'est intéressant de voir une de ces idées devenir concrète et atteindre les objectifs pour lesquels elle a été délivrée. Mais donc, je vous dis, j'ai la, entre guillemets, chance d'avoir une émanation d'idées assez régulière, voire beaucoup trop importante. Je sais que ça frustre des gens. Il y a des gens que ça insupporte de ne pas avoir d'idées. Et tous ces gens-là, je ne sais pas qui leur a fait croire que ne pas avoir d'idées, c'était être con. Je ne sais pas qui leur a expliqué que pour être brillant, il fallait avoir des idées, mais en tout cas, il y a eu un truc qui s'est passé comme ça dans notre jeunesse, dans ma génération particulièrement. Aujourd'hui, c'est le fantasme absolu, la religion de l'action.
quand j'étais jeune, c'était l'intellectualité. Il fallait être capable de réfléchir, il fallait être capable de penser. D'ailleurs, je trouve l'un aussi important que l'autre, et le moindre individu qui serait dénué de l'un des deux serait de toute façon handicapé, quoi qu'il arrive. Mais quelqu'un qui sait que exécuter, on va toujours lui accorder le fait qu'il ira plus loin que quelqu'un qui ne sait que penser. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et en tout cas, le rôle qu'on va lui donner dans la chaîne alimentaire, dans la hiérarchie humaine d'intérêt pour la société et surtout de valeur, de reconnaissance par le groupe, elle sera toujours plus élevée si vous êtes capable de beaucoup exécuter. Parce qu'en fait, on voit ce qui est fait, on peut apprécier ce qui est fait, visuellement ou par tous les sens. On ne voit pas ce qui est pensé et de toute façon, on ne va pas se faire mal à essayer de comprendre ce qui est pensé. Mais, comme je vous dis, attention, méfiez-vous à ne pas tomber dans la facilité de vous dire les idées ne servent à rien, seule l'action compte. L'action n'existe pas sans l'idée. L'action qui existe sans l'idée, c'est l'action qui est contrainte par un élément externe, c'est l'action qui est contrainte par autrui, par l'environnement, par une attaque, par une crise. C'est de l'action de réaction, en fait. C'est plus de l'action, c'est de la réaction. Et attention, il y a plein de belles choses qui émanent et qui naissent de la réaction. Mais la réaction, encore une fois, vous n'êtes pas vraiment responsable de la source. S'il n'y avait pas eu cette crise en face de vous, s'il n'y avait pas eu cette attaque, s'il n'y avait pas eu ce prédateur ou je ne sais quoi, vous n'aurez rien fait, vous n'auriez pas du tout agi. Donc, encore une fois, attention. Tout ce qui va concerner le fait de faire, le fait d'agir, est forcément dépendant d'une idée ou d'une situation externe de contrainte qui va vous pousser à le faire. Tout ça pour dire que les deux sont évidemment aussi importants l'un que l'autre. C'est compliqué, hein, désolé, j'essaie de m'accrocher. En plus, là, je suis dans une petite pente qui n'arrange rien, vous vous en doutez. J'essaie de m'accrocher au sujet, mais voilà. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Maintenant, si on va être tout à fait honnête, moi, je dois reconnaître que je pense aussi, au fond, que l'action a peut-être un peu plus de valeur que l'idée. En tout cas, à notre époque et au jour qu'on vit aujourd'hui. Maintenant, pour essayer d'avancer sur le sujet et de passer peut-être à autre chose, j'espère que vous avez compris un peu où je voulais en venir avec le flow. Et pourquoi je considère que le flow est incroyablement important. C'est parce que si tous les gens qui étaient capables d'avoir des idées, des grandes idées, et pas forcément des idées qu'ils vont exécuter eux-mêmes, d'ailleurs, il faut arrêter de penser qu'une idée appartient à qui que ce soit. L'intérêt, c'est que l'idée soit externalisée, c'est-à-dire que, pas externalisée, c'est pas le bon mot, mais extériorisée, pardon, voilà. En fait, une idée, une fois qu'elle est dans le cerveau de quelqu'un, il y a deux possibilités. Soit elle a la chance d'être tombée dans le cerveau de quelqu'un qui va l'exécuter, soit elle n'a pas la chance, elle n'a pas cette chance-là et elle risque de mourir dans ce cerveau. Et parfois, elle sera sortie au cours d'une conversation pour se la raconter et de manière un petit peu édulcorée, déformée, pour surtout pas qu'on la lui pique, etc. Donc, en réalité, le rôle d'une idée, à l'instant où elle est façonnée, je pense que c'est de sortir. Elle doit sortir, elle doit être mise en circulation pour avoir la chance de croiser la route et surtout les oreilles de quelqu'un qui a la capacité de l'exécuter. Évidemment, sur ce chemin-là, vous allez me dire, mais c'est complètement fou, c'est complètement débile, parce qu'il y a de fortes chances que plein de gens, soit mauvais, soit des gens malement intentionnés, soit des débiles mentaux qui vont faire n'importe quoi, il y a des gens qui tombent dessus et qui fassent n'importe quoi avec. Oui, écoutez, tant pis, j'ai envie de vous dire. Si personne d'autre avant n'a fait quoi que ce soit, on va pas aller blâmer les mauvais dans le sens mal intentionné ou les mauvais dans le sens qui n'ont pas le niveau d'essayer quelque chose. Au moins, eux, ils ont le mérite d'avoir agi, justement, pour revenir sur la notion d'action. Donc, je réinsiste sur ce point. Pour moi, le rôle d'une idée, c'est de sortir du cerveau dans lequel elle a atterri. Elle arrive quelque part. C'est comme si, pour faire un clin d'œil au film Le Terminal avec Tom Hanks, c'est comme si, pour voyager, par exemple, vous décidiez d'aller en vacances au Portugal, vous prenez l'avion, vous atterrissez à Lisbonne, et vous restez dans l'aéroport de Lisbonne. Vous passez 2 semaines dans l'aéroport, et puis vous rentrez en France, et vous me dites, voilà, j'ai été au Portugal. Factuellement, oui, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas sorti de l'aéroport, donc en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt ce que vous me racontez là. Alors, je suis crevé, hein, vous avez vu les comparaisons que je vous fais, les métaphores, elles sont ce qu'elles sont, les gars. Tolérance, je suis désolé. Donc voilà, mais vous avez compris, je pense, où je voulais en venir. Le rôle d'une idée, ça va être de sortir et d'être extériorisé pour avoir la chance de tomber sur les esprits, le ou les mains qui vont les exécuter. Ou alors, et c'est là où ça devient sacrément intéressant, en tout cas pour les gens qui sont friands de ce genre de sujet comme moi, ou alors, plutôt que de croiser les mains qui vont l'exécuter, c'est de croiser les mains qui vont l'augmenter. Parce que, enfin les mains, les esprits, je sais pas pourquoi je passe sur les mains. Une fois que l'idée, elle a atterri, elle a été façonnée pour pouvoir être exprimée, pour pouvoir être intelligible,
elle doit sortir, comme je vous dis. Mais une fois qu'elle sort, elle va croiser plein de gens, plein de choses, mais elle peut inspirer. Elle peut inspirer l'envie d'être exécutée, et ça c'est super, c'est ce qu'on vient de voir, mais elle peut inspirer tout simplement d'autres idées, ou elle peut inspirer une version plus élevée d'elle-même. Et c'est ce que j'appelle augmenter. Et le flow, c'est littéralement, là, pour vous redonner du détail sur cette notion, le flow, c'est vraiment l'état où vous-même, avec votre propre idée que vous êtes en train, soit parce que vous l'avez façonnée un petit peu plus tôt, vous êtes en train d'expliquer, soit vous êtes en train de la façonner en discutant, et ça c'est assez fréquemment le cas, vous êtes en train vous-même d'augmenter cette idée que vous venez à l'instant de façonner. Mais ça peut être aussi augmenté par quelqu'un d'autre plus tard. Et c'est là où ça devient incroyablement vertueux, c'est que si on prenait tous la peine de façonner et d'extérioriser des idées, et qu'on avait un moyen de les mettre en circulation, un petit peu comme une bourse d'échange, pas d'échange parce qu'on n'est pas là pour échanger, dans le sens, tiens, toi tu prends celle-là, moi je prends celle-là, etc. C'est juste de les mettre en libre circulation et en libre accès, parce que c'est le rôle fondamental, je pense, d'une idée. Si on était en mesure de faire ça correctement, imaginez le nombre de grands esprits qui tomberaient sur des idées qui ne sont pas les leurs, mais qui auraient la capacité à les augmenter. Et donc imaginez la vie, et imaginez le cycle potentiel d'une idée. Une idée qui sort d'un premier cerveau, qui va passer par un autre, puis par un autre, et à chaque fois qui va être un petit peu augmentée. Alors dans augmenter, il y a une notion de modification. Hein. Effectivement, elle va être altérée, elle va être peut-être un petit peu déplacée. Oui, elle va avoir une autre sauce, une autre pâte, mais elle va être augmentée. Le but, c'est d'être augmentée. Hein. C'est pas de juste mettre votre propre nom dessus ou votre propre couleur dessus. C'est de la faire aller plus haut, de la faire aller plus loin. Et imaginez jusqu'où ça peut aller. Et imaginez que finalement, le jour où cette fameuse idée croise la route de quelqu'un qui va décider de l'exécuter plutôt que de l'augmenter, peut-être qu'elle a déjà vécu 5, 6, 7 itérations en termes de réflexion, en termes d'augmentation. Alors c'est tout ce que je vous dis, s'il faut, c'est du chinois, c'est du charabia, mais moi, c'est quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire que on a une tendance exacerbée chez l'humain à surtout ne rien partager de nos idées pour en garder la paternité, en garder le mérite et la gloire si jamais un jour on en fait quelque chose, alors qu'on sait au fond de nous-mêmes qu'on va rien en faire. On le sait, c'est dessiné comme ça. Et d'un autre côté, on a des besoins cruels en tant qu'espèce, en tant que groupe, en tant qu'humanité. On a des besoins indiscutables d'avoir des grandes idées, des esprits qui augmentent les grandes idées encore plus, et d'avoir des grandes idées qui arrivent dans les mains et qui circulent jusque dans les mains de celles et ceux qui vont les exécuter et qui vont en faire quelque chose de concret pour aider le groupe, pour aider l'humanité potentiellement au bout de tout ça, au bout de cette chaîne. Donc, je ne sais pas si je vais faire tout l'épisode sur cette notion, mais vous avez compris que c'est quelque chose qui est important pour moi, le fait d'avoir des idées, le fait d'accepter, d'avoir l'humilité de se dire on n'en est pas responsable, on n'en est pas le père, on n'en est pas le maître, on est juste le porteur, on est juste celui qui l'a reçu. Attention, hein, quand je dis celui qui l'a reçu, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une divinité perchée dans un arbre qui jette des idées. Après, si c'est comme ça que vous avez envie de le voir, mais libre à vous les amis, mais c'est pas ce que moi je suis en train de vous dire. On a juste reçu l'idée et potentiellement la capacité à la façonner pour pouvoir la donner, pour pouvoir la sortir. La sortir, ça ne veut pas dire vous y renoncer. C'est pas parce que vous sortez une idée que vous renoncez à cette idée, vous en tant qu'exécutant potentiel. C'est juste que vous prenez la peine de vous dire, bon, moi si je veux prendre la responsabilité de l'exécuter, je vais le faire, mais en tous les cas, je ne vais pas priver mon groupe de cette idée pour... si jamais, au sein du groupe, des gens auraient l'initiative potentielle d'augmenter cette idée ou de l'exécuter eux-mêmes. Et peut-être qu'ils l'exécuteront mieux que moi. Voilà. Donc je pense que c'est notre rôle de comprendre ça. Je sais pas si j'ai peut-être fait décrocher beaucoup de gens. Hein. C'est peut-être moins fun que quand je vous parle des dernières actus de Dubaï ou de qui j'ai vu en podcast cette semaine, etc. Mais le sujet de l'idée, c'est un sujet qui est extrêmement profond pour moi, qui est extrêmement important. Et je pense qu'on n'accorde vraiment pas l'importance requise à tout ça, à toute cette créativité et à ce qu'on devrait en faire. Bon, les amis, d'avance, je vous demande de ne pas m'en vouloir pour le manque d'inspiration et d'intensité. Là, ça se fait ressentir. Du coup, ça me permet de divaguer et de vous parler c'est un grand mot, mais de la faiblesse, de la fragilité ressentie. Par exemple, là, vous voyez, je suis vraiment crevé. Genre,
si j'avais pas déjà des trucs à faire programmés ce matin, là il doit être 7h, 7h20, 7h15, 7h20, je couperais, je rentrerais et je me recoucherais 3 heures pour essayer de récupérer un petit peu parce que là je suis vraiment défoncé. Ça vient de plein de choses, hein, je vous rassure, c'est pas par rapport aux entraînements dont je vous parlais l'autre fois, etc., où il n'y a pas de privation de sommeil ou quoi que ce soit, c'est juste que, enfin, volontaire, hein, je parle, c'est juste que là, il y a eu des semaines qui ont été plus dures que d'autres. Moi, comme je vous l'ai expliqué, et puis comme je le disais récemment dans un des podcasts entre nous, le sommeil, c'est pas ça. J'y suis pour rien, entre guillemets, ça me suit depuis tout petit, et ça a été renforcé à l'âge adulte. Le sommeil, j'ai jamais eu la chance de pouvoir trop compter dessus en termes de qualité. Donc voilà, il y a des phases où c'est dur. Moi, je suis habitué maintenant à pas déprimer quand ça arrive, quand ce genre de phases-là se produisent, parce que sinon, de toute façon, après, on est foutu. Mais ouais, ça arrive plus souvent qu'on croit. C'est pénible, hein, je vous cache pas. Mais voilà, et donc je disais, oui, ça me permet de vous parler, de finir l'épisode en divagation sur... enfin, de finir, j'en sais rien, mais sur la faiblesse. Ok. Là, imaginons, j'en ai ras le cul, j'ai envie de couper. Je suis pas satisfait de ce que je viens de délivrer comme information. J'ai l'impression de ne pas avoir été suffisamment clair sur le flow. Alors attention, hein, je vous fais pas un espèce de sketch à la LinkedIn, syndrome de l'imposteur. Oh, ai-je vraiment le droit de m'exprimer? C'est pas du tout ça dans ma tête, mais c'est plus quand moi je parle du flow avec mes... Ah putain, j'ai oublié de vous parler des flow dogs. J'y viens juste après. Vous voyez, il suffit de se laisser un coup de mou. Suffit de laisser un coup de mou au sortir pour qu'au final, on se requinque sur certains sujets. Mais quand moi, je parle du flow avec les grands esprits que j'ai la chance de côtoyer, quand je dis les grands esprits, tout doux, hein, je traîne pas en bas du bloc avec Léonard de Vinci, mais vous avez compris l'idée. Quand je parle du flow, etc., avec mes gens, c'est très défini dans ma tête et la plupart des gens qui ont eu une discussion à ce sujet-là avec moi ont très bien compris où je voulais en venir. Et ce que j'essaie d'exprimer, même si, encore une fois, on est sur des notions quand même relativement abstraites, ça, il faut le reconnaître. Mais tout ça pour vous dire que là, je suis pas satisfait de cet épisode. Là, en train de l'enregistrer, s'il faut, il y a 2 scénars possibles. À la fin, je vais rentrer, je vais dérusher. Donc, dérusher, ça veut dire extraire les prises. Et je vais, option 1, dire « Ah mais non, mais en fait, c'était génial, c'est incroyable, c'est le meilleur épisode », ou tout simplement dire « Oh non, en fait, c'est carrément OK, c'est carrément correct, c'est passable, vas-y ». Ou option 2, je vais trouver ça encore pire que ce que je suis en train de me faire comme opinion dans ma petite caboche à l'heure actuelle. Dans tous les cas, je m'en fous. Ce sera monté et ce sera publié. On a décidé de prendre l'initiative, on va la prendre et on va la porter jusqu'au bout. Donc, tout ça pour vous dire, les petits moments de faiblesse comme ça, alors c'est pas bien grave, là, vous avez compris, mais ça peut arriver dans tellement de choses, dans votre travail, dans votre vie de couple, dans votre entraînement, dans votre rigueur, dans votre discipline, dans des relations amicales, dans un projet, dans un site que vous avez, et qui vous tient à cœur. Vous voyez ces émotions négatives là qui sont complètement multipliées par la fatigue, et ça, il faut être honnête, il faut le reconnaître. La fatigue, c'est un multiplicateur de mauvais bails. Vous avez une pensée un peu sombre, mais qui est facile à dégager un peu sur le côté. Vous êtes fatigué, la pensée, elle prend 10 fois son poids. Cette petite pensée sombre de merde là, qui va vous polluer l'esprit, elle prend 10 fois son gabarit, alors qu'il y a un seul paramètre qui a changé, c'est que vous êtes juste crevé. Essayez d'être conscient de vos états. Et j'ai pas de grands tips pour être conscient, mais le fait de le dire, pas de le dire à tout bout de champ. Je suis fatigué. Je sais pas si je t'ai dit, mais je suis fatigué. Vous savez, c'est comme au taf, on a tous eu. Putain, alors eux, je leur fais passer un message. Hein, je vais pas citer de nom parce que je veux pas déclencher des guerres civiles, mais tous les gens qui ont fait partie de ma carrière professionnelle, tous les gens, parmi vous, tous ceux qui, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année, en revenant de vacances, en revenant de 3 mois d'inactivité, de 8 mois de Covid, de ce que vous voulez, machin, tous ceux qui sont toujours, tout le temps crevés. Vous savez, ces gens au boulot, vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez au taf, ils reviennent de 2 mois de vacances. Vous, ça fait 6 mois que vous n'êtes pas parti. Comment ça va, Jean-Jean? Ah, je suis crevé. Frérot, t'es crevé de quoi, Narvalo? On est lundi matin, il est 10h, t'habites au-dessus du bureau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tous ces gens-là, je vous aime pas. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet de l'épisode, mais il y a des fois, il faut le dire. Ok? Vous abusez. Vous êtes dans l'abus et merci de ne pas rester dans l'abus. Quand vous êtes fatigué, dites-le, et dites-le vous surtout, entre guillemets, à vous-même. Alors, c'est pas ce que vous recommanderez les coachs mindset pour devenir des guerriers, des Navy Seals, etc.
Mais quand je vous dis dites-le à vous-même, c'est-à-dire soyez honnête. Prévenez-vous. Prévenez-vous, et si possible, en prévenant quelqu'un. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes dans le mauvais état pour prendre des décisions, vous savez que vous êtes dans le mauvais état pour interpréter, pour analyser. Bah donc dites-le vous. Attendez pas d'avoir justement pris une mauvaise décision, d'avoir mal analysé et d'être blasé parce que là, les prises que vous avez faites ce matin sur votre podcast à la con où vous marchez dans une forêt ne vous plaisent pas, vous les effacez, etc. En fait, non. Vous vous tenez au plan, vous vous tenez à la rigueur. Un jour, je vous expliquerai pourquoi c'est incroyable, entre guillemets incroyable, que je sois finalement arrivé sur YouTube à 33 ans. Et je vous expliquerai pourquoi j'aurais dû arriver à 15 ans, plutôt à 14-15 ans. Et ça en fera rire certains, mais il y en a d'autres qui comprendront très bien de quoi je parle. Et tout ça pour vous dire qu'il y a 18 ans qui séparent ces deux âges. Attendre d'avoir le contenu parfait, où vous êtes dans des conditions parfaites. Mais vous connaissez cette phrase, hein, fait est mieux que parfait, c'est ce genre de conneries évidentes, etc. Machin, mais il y a une phrase aussi évidente qui parle plus, c'est de dire que si vous n'avez pas honte de ce que vous sortez de temps en temps, bah c'est que vous sortez pas assez souvent ou que vous n'avez pas sorti assez tôt les choses. Bah voilà, c'est comme ça. Moi, le concept de ce podcast, le fait de marcher avec vous, le fait d'être dans une forêt, le fait de trouver des solutions pour que techniquement ce soit le plus agréable possible, et je vous réserve peut-être une surprise pour la semaine prochaine, c'est pas encore sûr du tout, mais restez vachement branchés parce que si j'arrive à la faire, cette surprise, elle va vraiment être terrible, et là, le podcast deviendra de plus en plus singulier. Faites-moi penser à revenir sur la notion de singularité, vs originalité. Ce podcast-là, je l'aime, c'est mon petit truc. S'il faut, il y a d'autres gens qui font la même chose et dont j'ai pas la moindre idée de l'existence en Hollande ou je sais pas où. J'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Ils sont contents comme ils sont. Moi, je suis content comme je suis. Et s'il faut, il y en aura 50 demain qui feront le même truc. Et bah tant mieux. Mais moi, là, c'est mon petit kiff, c'est mon petit truc. Je suis satisfait de le faire. Ça me prend de la bande passante. C'est fatigant. Donc voilà. Et donc là, je suis dans un moment de faiblesse physique, intellectuelle. Je suis crevé. J'ai dû bosser 90 heures cette semaine. Avec l'entraînement, avec les levées, avec beaucoup de routes aussi. Donc ça, c'est un peu chiant. Beaucoup de déplacements. Donc bon, c'est pas la mort, on va pas se plaindre parce qu'on a la chance de se déplacer dans plusieurs endroits et tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans ces moments de faiblesse-là, c'est votre responsabilité de ne pas abîmer ce qui est important pour vous sur, comme je vous dis, des décisions qui vont être basées sur les mauvaises choses. Là, moi, je me dis, peut-être que tu bosses trop la semaine en fait pour être efficace sur ce podcast-là et être inspirant et avoir des propos intéressants et pertinents à tenir. Tu vas saouler les gens. Ils vont arrêter. Non, on s'en fout, ok ? Il y a des semaines où je vais beaucoup trop bosser pour être efficace. En quel honneur je ne vais pas tenir l'engagement que j'ai pris et quel intérêt ça va servir en soi ? Qu'est-ce que ça va servir comme intérêt de ne pas le faire ? Oui, mais tu vas pouvoir te reposer. Non, moi je ne veux pas me reposer. C'est pas parce que je ne vais pas tourner le podcast aujourd'hui en me levant à l'heure que je vous ai dit et en commençant à tourner à 6 heures que je ne vais pas me lever à cette heure-là. Je vais me lever à cette heure-là quoi qu'il arrive. Mais je vais bosser sur un autre sujet, je vais faire un autre truc. Alors ça peut être très bien, hein. Si un jour ça devient plus pertinent de monter sur une autre prio, je le fais, tant mieux. Mais le plus important, c'est de tenir ce qu'on s'est dit qu'on ferait. Mais donc, pour finir avec la faiblesse, acceptez ces moments-là, et justement, dans ces moments-là, travaillez votre comportement, travaillez l'issue. Parce que là, demain, ça va aller mieux. Cet après-midi, ça va aller mieux. Je vais aller me requinquer, je vais aller prendre une autre douche froide. Je sais pas, mais dans quelques heures, ça ira mieux, etc., etc. Et le fait d'avoir tenu dans ces moments-là, le fait d'avoir eu une attitude digne, entre guillemets, alors digne, c'est peut-être pas le bon mot, mais honorable et alignée avec ma strate globale et mes objectifs, ça sera apprécié au moment où ça ira mieux. Je serai ah putain, ok, c'est cool que j'ai pas mal réagi comme ça peut m'arriver. Vous savez, on arrive parfois dans des situations où on sature et ça nous saoule. Allez, c'est bon, ça m'a cassé les pieds, j'arrête. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et on a le droit, moi je suis ultra impulsif, je vois rouge assez vite, surtout quand je suis fatigué. J'ai pas de patience quand je suis crevé. Déjà que j'en ai pas une grande quantité de réserve quand je suis pas crevé. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Là, je suis épuisé, je me suis planté de chemin. Donc là, ça fait 10 minutes que je suis dans une côte, j'en ai ras-le-bol. Ça fait 50 joggers que je croise, 10 000 voitures que je croise. Et j'exagère, mais vous avez compris. Où je suis obligé de couper pour le son, pour le machin, pour le truc. Les gens, ils te regardent, t'as une espèce de stabilisateur, ils ne comprennent pas ce que tu fais. Ils font, mais c'est qui ce narvalo ? Et voilà. Et tout ça, ça casse la tête. En plus, j'ai pas d'inspi. Je vous ai tenu la jambe pendant je sais pas combien de dizaines de minutes sur le flow en me disant mais attends, est-ce qu'il y en a un seul qui a compris ce que j'ai voulu dire ou pas du tout ?
Et bah tant pis, l'épisode il va sortir. Il va sortir parce que c'est important de montrer la vérité. C'est important de tenir ce qu'on a annoncé. Et j'ai pas fait la promesse que ce podcast, il contiendrait 2000 conseils business à chaque épisode. Et puis alors, attention, quand vous êtes dans un état de faiblesse, ça me permet de continuer, mais quand vous êtes dans un état de faiblesse, attention aux petites fissures. Ce que j'appelle les petites fissures, c'est les petits, vous savez, les petites balafres dans les murs où l'eau peut s'insinuer. Parce que même si vous avez l'impression de résister, il y aura forcément des petites fissures. Ça, c'est pas grave, c'est pas vous. Il faut accepter d'en avoir. Mais dans ces petites fissures-là, peuvent s'insinuer des choses un peu à la con. Exemple. Là, tout à l'heure, entre deux prises, j'étais vraiment crevé. Et j'étais en train de me dire, après, c'est déjà excellent d'avoir fait ce podcast-là et de le sortir, d'avoir la discipline de le sortir avec régularité. Mais personne ne t'oblige à faire 2 épisodes par week-end, un le samedi et un le dimanche. Ça, c'est une réflexion pertinente. On est d'accord. C'est pertinent. Un épisode par semaine, ce serait top. Mais il faudrait qu'il soit beaucoup plus travaillé, beaucoup plus scripté. Enfin, pas scripté, mais beaucoup plus anticipé au niveau des sujets, au niveau de la structure. Il faudrait qu'il soit protégé en termes d'énergie. Donc, si le samedi, c'est échec au niveau énergie, ce sera le dimanche. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plein de paramètres qui pourraient faire que ça augmenterait la qualité de cet épisode, mais qui se retrouverait à être un seul épisode sur 2 jours au lieu de 2 potentiels. Et c'est une réflexion, comme je vous dis, qui est totalement pertinente. Et la réponse à cette réflexion-là, c'est de dire « Je sais que je suis crevé, et je sais que c'est parce que je suis crevé que je pense comme ça. Je sais que c'est parce que je suis crevé que je pense au moindre effort, que je pense à l'optimisation. Non, mais ce serait plus optimal, ce serait mieux pour la planète, pour le monde en fait. Peut-être même pour les dieux, s'il y en a au-dessus de nous qui nous contrôlent, peut-être qu'eux-mêmes veulent que je fasse qu'un seul épisode par semaine. Vous voyez où je veux revenir ? Les fissures dans les moments de faiblesse, elles vont laisser s'insinuer parfois des petites gouttes d'eau. Et ces gouttes de fragilité, elles vont vous faire penser des trucs ultra pertinents. Ça a un nom, ça s'appelle des excuses. C'est des excuses déguisées en pertinence, des excuses déguisées en bon sens. Il se peut très bien que dans 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, j'en sais rien, je me mette à faire un seul épisode par semaine. Mais ça ne sera jamais parce que j'ai la flemme d'en faire 2. Il ne faut jamais que ce soit parce que j'ai la flemme d'en faire 2. Si ça doit arriver, ça arrivera parce que c'est pertinent, parce que vous me l'aurez demandé, parce que j'aurais ressenti que la qualité de production dans le long terme, donc au bout du 10, 15e, pourquoi pas 20e épisode, n'est pas au rendez-vous auquel moi je m'étais fixé et que le seul moyen d'activer des leviers d'augmentation de la qualité, ce sera de faire ça. Et peut-être que ce sera le cas, mais si ça n'est pas le cas et que ça continue comme ça, attendez, je vais refaire ma phrase. Si au contraire tout ça n'aurait pas dû arriver et qu'en fait la qualité est tout à fait au rendez-vous, etc., j'aurais été complètement débile de me couper de 50% de ma production, 50% de ma productivité, entre guillemets, d'épisodes qui vous satisfait, parce que le but c'est que ça vous satisfasse vous avant moi, même si moi ce qui doit me satisfaire c'est le moment où je le fais. Vous voyez, donc je vais encore couper parce que je vais encore croiser un groupe de cyclistes. Mais bref, je vous reprends dans une seconde. Voilà, c'est important d'abord d'assumer, de créer ce qu'on a voulu créer, en tout cas ce qu'on prétend vouloir créer, de donner la consistance qui prouve notre intention, qui prouve que c'est un projet qui nous tient à cœur, parce que des gens, et moi-même, qui disent « Ah, moi je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai une idée de podcast, je vais faire... » Bon, on en a tous les jours. Des gens qui passent à l'action, on en a déjà beaucoup moins. Je pense que c'est 5%. Et dans ces 5%-là, combien ne le font qu'une fois ? Combien testent et puis ne reviennent pas ? C'est comme là, par exemple, hier, dans l'épisode précédent, je vous parlais de Threads, le nouveau réseau social qui vient un petit peu chatouiller, voire très fortement gratter Twitter, qui a été fondé, donc qui a été lancé par Meta, par Mark Zuckerberg, Instagram, etc. Il y a un truc que j'ai compris, c'est qu'en fait, pour l'instant, dans l'état actuel de Threads, comme dans plein de réseaux natifs, naissants, pardon, pas natifs, il faut y être beaucoup, en fait. Pour créer de la valeur, il faut y être énormément. Et beaucoup trop énormément à mon goût, surtout le week-end. Quand moi, j'ai des créneaux, alors le week-end, je travaille comme plein d'autres gens, mais quand j'ai des créneaux que je dédie à passer du temps avec ma femme ou avec ma famille, il n'y a pas de Threads ou quoi que ce soit. Et du coup, on peut arriver avec toutes les bonnes intentions du monde et une prétendue volonté d'intensité dès le départ. La réalité, c'est quoi le constat à jour J+3, J+4, J+5 ? Est-ce que ce qu'on a dit qu'on allait faire, on l'a vraiment fait, ou est-ce qu'en fait on a juste mis un grand coup au début puis on a arrêté ? Et donc, quand je vous dis il faut
générer l'intensité qu'on a prétendu qu'on allait avoir pour prouver qu'on a une bonne intention et que c'est un projet qui nous tient à cœur, c'est que si vous voyez demain qu'il y a 30 épisodes sur Gambad et Gamberge, même si après je lève le pied un petit peu parce que j'ai d'autres projets en cours, parce que je suis fatigué, parce que j'ai plus la même inspiration, parce que je travaille un autre format ou quoi, et que je sors plus qu'un épisode par semaine au lieu de 2, personne va être choqué. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, évidemment, il y en aura peut-être qui se seront attachés au format et qui m'insulteront positivement en me disant « Mais mec, c'est… » Mais personne ne sera choqué. Pourquoi? Parce que l'attraction, le momentum initial, il sera fait. Alors attention, je ne vous parle pas de faire 30 épisodes, plus rien pendant un an, et de revenir une fois tous les 6 mois. Là, c'est du foutage un petit peu de gueule. Sauf si c'est pour des bonnes raisons, et chacun a ses bonnes raisons. Mais l'intensité, elle peut fluctuer une fois qu'elle a été mise. Vous voyez? Quand on met le grand coup de démarrage, s'il y a des moments où il faut un petit peu ralentir, des moments où il faut un petit peu accélérer, voilà, on le fait, il n'y a pas de souci. En plus de ça, le fait d'avoir développé de l'intensité, ça nous crée un énorme périmètre d'expression. Et dans ce périmètre d'expression, on peut tout à fait expliquer, raconter les raisons, raconter pourquoi ça va s'alléger un petit peu, etc., etc. Pour finir sur la faiblesse, entre guillemets, quand vous sentez que vous êtes dans un état de fatigue, un état négatif, je sais pas, prenez une douche froide, allez soulever des poids, allez courir, allez dans la forêt, allez marcher, allez voir les gens que vous aimez. Mais rappelez-vous que vous ne devez pas vous laisser perturber dans vos décisions, dans vos actions, et que le meilleur moyen de se sortir de ce truc-là, c'est en fait de juste exécuter ce que vous aviez prévu d'exécuter à la base, sans tenir compte de rien d'autre, surtout pas de votre état de fatigue. Et vous verrez demain, entre guillemets, vous verrez 2 heures plus tard, et dans 99% des cas, vous serez reconnaissant envers vous-même, évidemment, d'avoir tenu le plan, même si ce n'est pas avec la qualité que vous auriez espéré, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas à lâcher. De toute façon, lâcher, c'est rarement la bonne solution. Mais les gens pensent que lâcher, c'est toujours le côté le plus extrême. C'est l'abandon total. C'est genre, on arrête, on fiche tout. C'est comme si là, je disais, allez, je balance mon stabilisateur et le micro dans le buisson, et puis plus jamais j'en entends parler de ce podcast de merde. Mais en fait, lâcher, ça pourrait être juste aussi dire, allez, aujourd'hui, je suis saoulé, je fais un épisode que de 40 minutes. Ou, ce week-end, je fais qu'un épisode. Je le montrais. Vous voyez ce que je veux dire? Lâcher, ça peut être aussi des petits lâchements, mais des lâchements qui font mal et qui commencent à éroder un petit peu votre discipline et la solidité de votre intention et de votre projet. Et surtout, méfiez-vous d'un truc super important. Il y a quelque chose dans l'époque qu'on vit qui, moi, m'insupporte. Et je vous le dis en l'assumant pleinement. Ce qui m'insupporte dans notre époque, c'est la facilité qu'on a à trouver ça bien de lâcher. De dire, faites comme c'est bon pour vous, faites comme c'est facile pour vous. Surtout, ne vous faites pas mal, surtout ne faites pas d'efforts. Si demain, vous avez décidé, alors que votre podcast fait en moyenne toujours à peu près 1 heure d'épisode, si demain vous avez décidé que c'est 7 minutes, c'est 7 minutes et vous êtes tellement intelligent, vous êtes tellement brillant si vous faites comme ça, parce que vous faites selon vos désirs. Vas-y. Les gens qui vous baratinent ça, ils n'appliquent pas ce qu'ils vous racontent, et tout ce qu'ils sont en train de vous donner, c'est ce que vous avez envie d'entendre pour les plus fragiles d'entre nous. C'est pas bon, les gars, c'est pas le bon médicament. Après, évidemment, le côté attention à la hustle culture où les mecs se défoncent jusqu'à la mort pour bosser sur des trucs, oui, faites attention. Mais moi, j'ai beaucoup plus tendance à tendre l'oreille, à écouter les gens qui se déchirent pour un projet qui leur tient à cœur. Pour moi, il y a 2 côtés dans la hustle culture. Il y a ceux qui se détruisent, dans le sens, malgré eux, parce qu'un projet leur tient tellement à cœur qu'ils ne veulent pas passer à côté. Et il y a ceux qui se détruisent pour le projet de quelqu'un d'autre ou pour des choses qui n'ont pas de sens dans leur vie, qui n'ont pas de raison d'être dans leur vie et qui ne comprennent pas qu'ils sont en train de se neutraliser. Dans les 2 cas, les gens, même s'ils n'ont pas conscience des erreurs qu'ils font, ils sont quand même nettement plus méritants que quelqu'un qui se dit « Ouh là là, je sens que j'ai envie de m'asseoir et de boire un soda. » Surtout pas trop d'efforts. Surtout faites… les gars, avant de vous reposer, avant d'être des fragiles et de se la couler douce, parce qu'on a envie, il faut peut-être avoir commencé à accomplir des choses. Je sais que ça fait peut-être boomer de parler comme ça, faites ce que vous voulez, parlez comme vous voulez, entendez ce que vous voulez, mais arrêtez de polluer la tête des jeunes là, qui arrivent avec le côté il faut en foutre le moins possible, c'est ça la clé de l'intelligence. Non, la clé de l'intelligence, c'est de faire ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif que vous désirez vraiment et que vous avez envie d'accomplir. Si cet objectif passe par ne rien foutre, se la couler douce, vous faites partie des élus, entre guillemets, parce que vous arrivez à être heureux avec ce type d'objectif-là, mais ça concerne quand même très très peu de gens dans l'humanité. Après, évidemment, ne vous bousillez pas la santé pour quelque projet que ce soit. C'est une phrase qui reviendra quasiment dans tous les épisodes de podcast. Le plus important avant votre projet, avant ce que vous faites, c'est vous. Donc pensez d'abord à vous avant de penser à ce que vous faites. Je sais plus où j'allais. Comme d'hab, je sais plus du tout où j'allais là-dessus, mais on va en finir avec la faiblesse. Je vais pas vous faire le mec genre ouais, le fait de vous en avoir parlé, ça va beaucoup mieux.
Je suis reparti sur des thèmes, mais voilà, ça a permis d'occuper un peu de temps de conversation. Je sais, c'est peut-être pas le truc le plus intéressant, j'en sais rien, mais c'est pour vous dire, voilà, il y aura des jours comme ça, il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Hier, c'était l'orage qui nous plombait l'épisode, et ben finalement, on n'a pas lâché, on n'est pas rentré. Alors que je peux vous garantir que j'étais trempé, mais jusqu'au fond de mon froc. Et aujourd'hui, c'est la fatigue qui frappe. En plus de ça, c'est dommage parce qu'il fait... c'est pas dommage, mais c'est comme ça, il fait super beau, alors qu'un orage était potentiellement annoncé. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut se raconter d'autre pour continuer sur ce podcast ? Aujourd'hui, je vous ai beaucoup parlé d'idées. Donc je vais appliquer ma propre science, entre guillemets, en vous délivrant une de mes idées, tout en approfondissant ce sujet et de pourquoi je pense que ce sujet est primordial pour notre vie, pour l'humanité, entre guillemets, sans utiliser trop de grands mots à la Jeff Bezos ou à la Elon Musk, mais pourquoi c'est primordial ? Eh bien, il y a un livre que tout le monde connaît, ou en tout cas, si vous ne le connaissez pas, que je vous recommande vraiment chaleureusement. C'est le bouquin qui s'appelle L'Almanach de Naval Ravikant, donc, qui a été écrit par Erik Jørgensen. Pour ceux qui connaissent, évidemment, ça va être la 70e fois que vous réentendez parler de ce bouquin et vous savez très bien d'où il sort, vous savez très bien pourquoi on l'a écrit, etc. Mais si vous ne connaissez pas ce livre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il a été écrit. Naval Ravikant, c'est un homme d'affaires, investisseur, donc business angel, on appelle ça. Alors je ne sais pas s'il est et indien et américain, mais en tous les cas, il est actuellement aux États-Unis et il est né en Inde, si je ne dis pas de bêtises. C'est un mec qui a un itinéraire assez intéressant, mais c'est surtout quelqu'un d'extrêmement brillant, on va résumer, et qui, je ne pourrais pas vous donner d'exemple, mais qui a investi dans des boîtes incroyables et qui a fait de ses capacités intellectuelles un énorme avantage, qui a fait fortune, ou peut-être je ne sais même pas s'il a fait ou pas fortune, mais en tous les cas, qui a investi dans les plus belles boîtes peut-être qui existent au monde. Il a une petite particularité, Naval, c'est Naval Ravikant, c'est vraiment son nom, Naval. C'est qu'il s'exprime sur les réseaux, notamment sur Twitter, parfois en podcast, mais beaucoup plus sur ses réseaux. Et il a un don, c'est que tout ce qu'il dit a une valeur débordante pour l'humanité, pour les gens qui l'écoutent. Et ça va toucher à des thèmes plutôt de gestion de l'argent, de mindset entrepreneurial, de mindset de vie, etc. Ça a duré des années, il a publié pas mal de choses sur ce genre d'informations. Et ça a toujours été plébiscité, ça a toujours fait un énorme succès. Il y avait notamment des threads sur Twitter qui se sont complètement enflammés sur ce qu'il disait. Et c'est devenu normal de savoir que quand on côtoie les réseaux de Naval, c'est quelqu'un qui dit des choses vraiment brillantes. Ça, tout le public a pu le constater. Maintenant, il y a un type qui, à force de lire toujours les mêmes, les publications de Naval et de trouver que c'était toujours extrêmement pertinent sur les sujets qu'il abordait, qui s'est dit il va falloir réunir le sujet, tout ce qu'il écrit. Bonjour. Il va falloir réunir tout ce qu'il écrit dans un seul livre, parce que c'est trop dommage que les gens passent à côté de toute la valeur qu'il a déployée et qui n'ont pas le temps de faire toute la curation, d'aller chercher qu'est-ce qu'il a dit sur Twitter, qu'est-ce qu'il a dit dans tel podcast, qu'est-ce qu'il a dit dans tel article, etc. etc. Et ce mec-là donc, s'appelle Erik Jørgensen. Il a eu l'idée du siècle, et une idée qui a tellement aidé les gens, c'est qu'il a écrit un livre où il a réuni toutes ces infos-là qui ont été sorties par la bouche et la plume de Naval Ravikant, qu'il a appelé l'Almanach de Naval Ravikant. Alors évidemment, il met pas sa sauce, mais il vient mettre quelques informations complémentaires, il vient donner du contexte, etc. Mais le cœur du livre, c'est voilà tout le nectar du cerveau de Naval Ravikant. Que vous le connaissiez déjà ou pas, vous avez accès à une montagne de valeurs. Pourquoi ? Parce que Naval Ravikant, c'est quelqu'un qui a déversé énormément de valeurs. Ce concept-là, c'est énorme, c'est quelque chose de phénoménal. Je vous parlais des idées tout à l'heure, les idées que Naval Ravikant véhicule, parce que, comme je vous le disais, on n'arrête pas de taper sur la gueule des idées. Les idées, c'est des pensées aussi, c'est pas que des idées de « tiens, on va faire tel modèle de voiture ». Les idées, c'est des pensées, c'est des façons de voir, c'est des opinions, pas vraiment des opinions, mais c'est des perceptions, c'est des interprétations du monde et des redéfinitions de point de vue, de mindset, etc. Là, vous avez un livre qui n'est rempli que d'idées. Il n'y a pas une seule fois où il vous dit « faites ça, appelez telle boîte ». Créer tel produit, non, c'est que des conseils extrêmement relatifs, extrêmement abstraits, qui touchent quasiment qu'à des concepts, mais qui vous font gagner un temps, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de compréhension de certains sujets et d'inspiration sur certains sujets, qui est phénoménal. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les idées, arrêtons de taper un peu dessus et respectons-les quand elles
elles ont le mérite de mettre en mouvement des gens. Et donc là, vous avez un bouquin rempli d'idées qui sont, comme je dis, qui sont issues du nectar, ou plutôt de la réunion de toutes les idées de Naval Ravikant. Je ne suis pas sûr qu'il en ait extrait le nectar. Et c'est mis dans toutes les mains de n'importe qui. Vous vous rendez compte de la valeur. Et c'est un livre qui a connu un succès et qui connaît toujours un succès aujourd'hui phénoménal. C'est l'exemple même de la valeur dont je vous parlais. Maintenant, je vous pose une question. Imaginez, parce que des mecs comme Naval Ravikant, il n'y en a pas sur 7 milliards d'êtres humains, il n'y en a pas 7 milliards, ça c'est sûr. Il n'y en a pas ni 5, ni 6, ni 1 milliard, il n'y en a pas même peut-être qu'1 million. Imaginons qu'il n'y en ait qu'1 million, mais imaginons qu'il n'y en ait que 10 000. Imaginez si vous pouviez avoir accès aux 10 000 nectars de pensées, d'idées intellectuelles de ces 10 000 cerveaux d'hommes et femmes brillants qui ont une vision et qui ont pris la peine de le partager. Imaginez si c'était accessible comme ça aussi facilement qu'est accessible l'Almanach de Naval Ravikant, qui est un livre. Je vous rappelle. Alors, malgré tout, on peut reconnaître qu'un livre, ça reste une barrière à l'entrée. Hein. C'est horrible à dire dans notre époque. Un livre, alors déjà, ça veut dire que c'est écrit dans une certaine langue. Hein. Je crois qu'il a été traduit quand même dans quelques langues, mais ça reste verrouillé dans un schéma de langue. Et c'est un format qui, de toute façon, même pour les populations les plus développées et riches, va pas forcément parler à tout le monde. Il y a plein de gens qui lisent jamais de livres, même s'ils ont des bibliothèques remplies de livres neufs. Ils lisent jamais. Et puis, à côté de ça, il y a les gens qui peuvent pas avoir accès aux livres, qui sont soit la mauvaise langue, c'est toujours quelque chose qu'on peut facilement résoudre par de la traduction, mais qui sont dans des conditions économiques qui leur permettent pas d'avoir accès aux livres, ou qui sont dans des zones où le livre ne peut pas arriver. Mais en tous les cas, oublions cette histoire de barrière à l'entrée du livre, mais c'est pour vous dire que même jusque-là, c'est pas encore donné au monde, mais on est typiquement dans le schéma de se dire Naval Ravikant, il a fait l'effort, enfin, je sais pas si c'était un vrai effort, mais en tous les cas, il a extériorisé ses idées, ses pensées, ok ? Il les a mis de manière assez brute, hein, je pense qu'on est vraiment sur de la matière première, hein. Il les a mis à disposition du web, en les partageant sur Twitter et après en les exprimant au micro des quelques podcasts où il était invité. Je crois qu'il a fait des articles peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Les articles, on va vraiment être dans une initiative, on va vraiment être « Ok, je veux partager mon message, mais le tweet, c'est « Allez, j'ai quelque chose à dire, je le dis ». Ce qu'il donne comme conseil, donc là, on n'est pas sur des idées à exécuter du type « La super prochaine boîte de telle industrie ». On est sur des idées tout court, des pensées, mais on sait qu'il parle de choses que théoriquement, il a implémentées dans sa propre vie. Et ben, ces idées-là, elles auraient pu croiser la route de quelqu'un qui les aurait augmentées. Alors, ça n'a pas été le cas parce qu'il se trouve que Naval, il est déjà enfin, ces idées en tout cas, dont il n'est pas responsable. N'oubliez pas, hyper important cette notion, dont Naval n'est même pas responsable lui-même. Ces idées-là sont déjà à un niveau qui sont très complètes et très épaisses, donc elles peuvent être augmentées. Toutes les idées peuvent être augmentées, mais là, elles l'ont pas été. Par contre, elles sont tombées sur la route d'un mec qui a dit « On va les réunir et les nectariser ». Et c'est phénoménal. C'est exactement ce dont je vous parle depuis le début. Mais imaginez, encore une fois, refaisons ce parallèle, imaginez qu'aujourd'hui, on est tous les Naval Ravikant, tous les Léonard de Vinci, tous les grands penseurs, grandes penseuses, et toutes les belles idées qui atterrissent dans les bons cerveaux, qui vont réussir à les façonner de la manière la plus brillante et intelligible par l'humanité entière qui soit. Imaginez que toutes ces personnes, en tout cas, imaginez que pas le savoir, mais la pensée de toutes ces personnes soit mise à votre disposition d'une manière. On va rester sur le schéma du livre pour l'instant, qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas du tout la recette la plus simple. Imaginez que ça a été fait et que ce soit disponible à tout moment. Vous n'avez qu'à vous connecter, vous dire, alors, de quel grand esprit je vais absorber un petit peu le nectar aujourd'hui. Vous imaginez la chose. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est imaginer si, au lieu qu'il n'existe qu'un seul livre de l'Almanach de Naval Ravikant, il existe des almanachs de quelqu'un, de milliers de personnes qui aient les mêmes capacités, qui aient laissé autant de traces que Naval dans sa spécialité. Après, ça serait bien que ce soit sur des domaines variés, sur plein de sujets, plein d'industries différentes, mais peu importe, ce sera les gens qui feront leur sélection. Mais imaginez qu'il y ait un catalogue quasi infini de grands penseurs dont les idées ont été réunies, nectarisées. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que une des idées qui m'habite le plus et qui m'empêche le plus de dormir récemment, c'est que je pense que ce dont je viens de vous parler là de manière vachement décousue, un peu défoncée, comme si j'étais en train d'improviser, ce qui n'est pas du tout le cas, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait. Et vous savez, on a souvent la question qui revient de « Et c'est quoi, toi, que tu vas apporter au monde ? Quel impact tu vas laisser sur la planète, sur notre histoire, etc. » Et puis souvent, les gens qui vous posent cette question-là, ils sont...
je ne sais pas quel job ils font, mais ils font le job le plus insignifiant en termes de sens et d'impact sur le monde qui soit. Mais ils sont concernés par le sujet, c'est ça qui est intéressant. Comme je vous l'ai dit, moi, les idées, c'est quelque chose qui occupe une place importante dans ma vie. C'est des choses qui m'ont emmené loin, c'est des choses qui m'ont fait, entre guillemets, du mal, c'est des choses qui m'ont ralenti, c'est des choses qui m'ont fait accélérer, c'est des choses qui m'ont donné accès à des endroits et à des personnes auxquelles j'aurais jamais pensé un jour avoir accès. C'est quelque chose d'important. Et je pense qu'il y a plein de moyens d'améliorer notre monde, il y a plein d'itinéraires, il y a plein de voies à emprunter. Moi, je ne vais pas être le bon pour conseiller dans toutes les directions. Je suis même peut-être pertinent et crédible dans aucune. Mais s'il y a bien un domaine où je pense qu'on aura toujours intérêt à pousser un peu plus, une voie qu'on aura toujours intérêt à emprunter si jamais on doute entre deux, c'est la voie de la réflexion et des idées. Je pense que dans nos idées se trouve le futur, dans nos idées et dans les idées de nos ancêtres se trouvait notre présent. Et je sais pas, je ressens une espèce de sentiment de fascination pour ça et de responsabilité maintenant que je vous ai dit tout ça. Donc pour vous parler de ce truc qui me hante, entre guillemets, dans le bon sens du terme, c'est que je pense qu'il faut que ça devienne concret, ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire la réunification et la nectarisation de la valeur exprimée qui a eu la chance d'avoir été extériorisée par les plus grands penseurs de notre époque. Alors quand je dis penseurs, c'est pas des philosophes. Hein. En tout cas, voilà, Naval, c'est pas un philosophe, mais ce qu'il dit, ça peut vachement frapper les esprits, bien plus que certains propos philosophiques. Bon, il faut que ça devienne concret, il faut que ça existe, il faut que ça naisse. Il faut que quelqu'un s'en charge, entre guillemets. Alors évidemment, là, tout de suite, les premiers vont commencer à dire « Ah là, ouais, mais leur business model, le machin... » Écoutez. L'intention qui est derrière ça, elle n'est pas business, elle n'est pas entrepreneuriale. Si demain, ça peut déployer ça peut donner naissance à des sujets business, tant mieux. Mais si on pense à ce truc-là que comme un business potentiel, je pense que déjà, ça verra jamais le jour. Et si jamais, par miracle, ça voit le jour d'une certaine manière, ce sera une catastrophe assez rapidement. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en gros, ce truc-là, c'est en train un peu de m'obstiner, c'est un peu en train de devenir très important. Comment je fais pour détecter quand quelque chose devient une obstination? C'est que j'y pense tous les jours et j'y pense longtemps. Et j'y pense aussi la nuit quand je suis censé me reposer et que j'arrive pas à faire autrement que cogiter. Donc ce sujet-là, l'idée, c'est de se dire, il y a 1000 façons de le faire. Et dans 99% des façons de le faire, ça va être extrêmement chronophage. Il va falloir faire un travail de curation monumental, c'est-à-dire aller imaginer, ne serait-ce qu'on arrive à identifier 5000 personnes, donc 5000 penseurs, 5000 auteurs, ce que vous voulez. Imaginons qu'on identifie 5000 individus dont on veut recenser, réunir toute la valeur qui a été publiée, la résumer, l'analyser pour en définir les différents degrés de valeur, parce qu'évidemment, dans tout ce que Naval a écrit, comme dans tout ce que Blaise Pascal ou Victor Hugo ou Léonard de Vinci a écrit, il n'y a pas de la valeur à toutes les lignes. Hein. Il y a de la redondance, il y a des choses qui reviennent, qui sont redites, qui sont modifiées. Il y a différentes versions du propos, d'ailleurs, dans l'histoire et dans la carrière de quelqu'un qui peuvent avoir été amenés publiquement. Vous imaginez le travail, ne serait-ce qu'avec 5000 personnes, en sachant que potentiellement, il y en a peut-être 500 millions. Comment on fait? Bon, je vous apprends rien en vous disant que l'IA a explosé, que les compétences qu'on va pouvoir développer, maximiser, optimiser, ont explosé, et surtout que les choses dont on n'était normalement pas capable en termes de grands volumes de traitement, de grandes capacités d'analyse, ont explosé. Donc, c'est que le début d'une réflexion, mais il y a quelque chose à faire. Mais imaginez demain un endroit, un environnement web, app, ce que vous voulez, où vous vous connectez, vous tapez le nom du ou de la penseuse que vous décidez, ou alors, si vous n'avez pas d'idée, vous scrollez dans un catalogue infini, et en 10 minutes, vous avez le nectar. Maintenant, si vous souhaitez approfondir, évidemment, vous avez la capacité de vous enfoncer dans les contenus, parce qu'il y a du lien, parce qu'il y a c'était l'épisode, là c'était l'article, là c'était le livre, mais imaginons que vous vouliez comprendre. Il y en a, ça va être plus compliqué. Je pense notamment aux scientifiques qui ont pléthore de recherches à leur actif, etc. Mais Naval, en soi, si vraiment on fait un énorme travail curatif et de résumé et d'écriture qualitative, on peut faire comprendre en 10 minutes à quelqu'un quelle est la valeur que Naval a amenée au monde. Oui, on peut donner, enfin voilà, ça prend 10 minutes de boire le nectar de Naval et je pense que ça devrait prendre 10 minutes de boire le nectar de n'importe quel être humain, quelle que soit l'envergure de ce qu'il a apporté sur Terre. Eh bien, imaginez un endroit où vous pouvez boire le nectar de qui vous voulez. Imaginez les déblocages, les compétences, les inspirations, les vocations, tout ce que ça peut engendrer chez les gens
si ce genre d'environnement existait. Bref les amis, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Donc imaginez un lieu comme celui-ci, imaginez qu'on puisse absorber le nectar de n'importe quel grand esprit ou esprit tout court de notre génération. Moi ça me fait penser toujours à la scène de Matrix où ils assoient Neo sur le siège pour la première fois pour lui brancher un truc dans le crâne et lui apprendre le kung-fu, n'importe quelle discipline, n'importe quelle notion. C'est quelque chose qui me fascine, c'est peut-être quelque chose que je vais prendre la peine de pousser prochainement. Je suis obligé de couper court maintenant déjà parce que ça fait suffisamment de temps que j'enregistre et je pense que même si je mets des grands coups de coupe dans le montage, il y a un moment donné, il va falloir que je déborde et c'est pas mon objectif. Et puis parce que le matériel commence à me donner des signaux de faiblesse de batterie et que ça me ferait chier que ça coupe au milieu d'une phrase. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre tolérance, pour l'énergie qui a été celle d'aujourd'hui. Hein, vous savez pourquoi, comment et quelles sont les raisons que ça se passe comme ça. Mais je suis content d'être allé au bout. J'espère que les sujets qui ont été brossés vous ont inspiré en tous les cas. Allez-y, posez des questions, interagissez, donnez-moi de la structure, donnez-moi de l'idée de ce que vous voulez que j'aborde. Et merci en tout cas pour votre fidélité, ceux qui suivent. Et on se revoit très vite dans un prochain épisode. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin, E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.